Aujourd'hui, c'est l'Université populaire du Pays d'Aix qui vous propose de participer à une conférence débat sur un sujet particulièrement important du point de vue économique, politique, etc., qui est le nucléaire. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu, suivant les pays, des réactions extrêmement diverses. Vous savez qu'en Allemagne, par exemple, il y a eu la décision d'arrêter le programme nucléaire, ce qui n'a pas du tout été le cas en France, où même la vieille centrale de Fessenheim, on continue à repousser le moment où on va l'arrêter. Vous avez un peu plus haut un certain nombre de livres sur le nucléaire, de documents, et certains d'entre eux nous permettent d'introduire le débat. Je vous conseille par exemple Cézine Topsu, La France nucléaire, et Gabriel Hecht, Le rayonnement de la France. Vous les avez tous les deux là-haut, qui nous donne quelques éléments pour comprendre pourquoi ça se passe de façon si différente en France et en Allemagne. Et ça explique aussi pourquoi nous avons organisé ce débat de cette façon, en invitant un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces questions depuis longtemps et qui ont un regard critique. Ce que montrent ces ouvrages, c'est que ces historiens révèlent que depuis 1945, il y a eu en France un immense travail idéologique, communicationnel, rhétorique, des stratégies très diverses et des fois très fines pour nous faire accepter le nucléaire. Et ce travail, il s'est montré un certain nombre de fois tellement écrasant que la critique, finalement, a été très marginalisée. Alors, nous, à l'Université populaire, notre mission n'est pas de reproduire les discours officiels, mais de permettre l'approfondissement, l'interrogation critique, etc. Et c'est pour ça, l'interrogation critique, on me coupe à ce moment-là. Sabotage. Là, ça marche, merci. Et donc, pour qu'il y ait véritablement débat, il faut aussi que vous connaissiez ces positions critiques, ce que vous aurez la possibilité de faire avec nos intervenants. Ils n'ont pas voulu mettre leur titre, etc. Ils ont mis leur prénom et vous pourrez les interroger. Comment va se dérouler la soirée ? Il y aura d'abord un petit film qui montrera un peu la diversité des situations qui concernent le nucléaire et des problèmes qui peuvent se produire. Il n'y a pas que les centrales. Et ce que je vous propose, c'est qu'après ce petit film d'introduction, on fasse parler l'ensemble des intervenants et de mettre le débat après, tout en se gardant bien du temps pour que vous puissiez intervenir, interroger, objecter, etc. Hein ? Donc, ce que je vous propose, on voit le film, les intervenants interviennent et ils ne seront pas très longs, vous verrez, les uns et les autres, et puis on se garde un bon temps pour un débat avec la salle. Voilà. Qui c'est qui Voilà, on va tout de suite attaquer les interventions et donc qui se suivront les unes après les autres pour qu'on ait bien du temps pour le débat. Bon, ça marche, vous m'entendez ? Oui. Bon, je voudrais d'abord attirer votre attention
sur des mensonges qui ont été diffusés par l'industrie du nucléaire. Premier mensonge, c'est la confusion entre la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. On vous a dit souvent, c'est pas dangereux le nucléaire, vous pouvez aller en avion, vous recevez une dose de radioactivité qui peut être comparable à celle que vous trouvez Mais c'est vrai qu'il existe de la radioactivité naturelle, il existe du carbone 14 dans l'air, il existe l'uranium dans le sol, il existe aussi dans notre corps même de la radioactivité. Mais avec cette radioactivité, l'homme a pu se développer. Depuis que l'homme existe, il vit avec ça. Et donc, ça ne vient pas perturber en cycle normal le rythme de la vie. Par contre, la radioactivité, l'industrie du nucléaire fait deux choses. D'une part, cette radioactivité naturelle, elle la remue. Et vous venez de voir que dans les mines, on va chercher l'uranium, mais en même temps, on va faire ressortir du radon et on va faire beaucoup de poussière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avaler cette radioactivité. Et puis, deuxième chose, elle introduit beaucoup d'autres atomes qui n'existent pas dans la nature, mais qui sont produits dans les centrales nucléaires, comme le plutonium, qui est un petit peu une réaction parasite dans les centrales nucléaires, et surtout tous les produits de fission de la radioactivité, comme des choses comme l'iode, le césium, qui, lorsqu'il y a un accident nucléaire, vont être répandus dans la nature, alors que naturellement, il n'y en a pas. Et deuxième confusion, c'est la confusion entre irradiation et contamination. Alors, si on prend par exemple Hiroshima, c'est une bombe atomique. Une bombe atomique, c'est peu de matière atomique, c'est pas très gros. Ça fait des dégâts parce que c'est une explosion nucléaire. Ça dégage énormément d'énergie, donc ça va faire tomber les bâtiments, ça va tuer des gens et ça va, par cette radioactivité, irradier. Mais il n'y aura pas beaucoup de matière nucléaire répandue, même s'il y en a un petit peu dans les atolls, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on fait exploser une centrale comme ça s'est passé à Tchernobyl ou à Fukushima, il n'y a pas d'explosion nucléaire en tant qu'explosion nucléaire. Heureusement, les liquidateurs ont pu arrêter avant qu'il y ait une explosion nucléaire. En général, c'est des explosions plutôt de gaz ou d'hydrogène, mais cette explosion, elle va répandre dans la nature énormément de matière radioactive. Et c'est cette matière radioactive qui va après contaminer, c'est-à-dire, alors, une explosion nucléaire, c'est surtout l'irradiation. Une explosion d'une centrale, on va avoir tous ces nouveaux atomes qui vont être répandus dans l'atmosphère et après, on peut les respirer, on peut les manger quand on mange des produits qui ont été cultivés sur ces terrains. On peut être blessé et avoir des atomes qui rentrent dans le corps. Et à ce moment-là, ces atomes qui sont dans le corps, ils sont présents pendant longtemps dans notre corps et ils peuvent faire énormément plus de dégâts. Donc voilà, une confusion. Après, je voudrais dire aussi peut-être que la santé et le nucléaire, ça a toujours été des relations conflictuelles du début. Dans les années 1900, au début du nucléaire, on a été épaté par l'énergie dégagée par le nucléaire, par tout ce qu'on pouvait en faire, par les bienfaits même pour la santé, puisque au début, on faisait faire des cures de radium pour soigner les gens, on soignait des cicatrices, c'était jusqu'au moment où, assez vite, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de dégâts, et en particulier ceux qui ont les premiers révélé les dégâts, c'est ce qu'on a appelé les radium girls, c'est-à-dire des filles qui travaillaient aux États-Unis dans l'industrie, qui peignaient des aiguilles dans l'industrie horlogère qui pourraient être phosphorescentes et qui avaient l'habitude
de sucer leur pinceau pour faire quelque chose de très fin et qui ont vite eu des gros cancers de la bouche et tout ça. Et donc, il y a eu une révolte de ces Radium Girls, qu'on a appelées, dès les années 1920. Et puis, on s'est vite aperçu aussi que tous les médecins qui se servaient de la radioactivité, c'était les médecins qui, eux, mouraient assez vite des conséquences. Et donc, vite est venue l'idée qu'il devait y avoir une dose tolérable dans la radioactivité. Qu'en dessous de cette dose, ça pouvait faire du bien, mais dès qu'on dépassait les normes, c'était pas bien, on pouvait en mourir. Et donc, toute l'industrie du nucléaire, au début, va s'abriter là-dessous. Il y a une dose tolérable. Il faut la chercher. Quelle est cette dose tolérable? En dessous de cette dose, il n'y a pas de dégâts. Et alors, après l'industrie du nucléaire, ça a été quand même toute l'industrie de la bombe, tout ce qu'on a appelé le projet Manhattan, c'est-à-dire la mise au point des bombes nucléaires aux États-Unis. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a eu énormément on a construit des villes entières pour pouvoir faire ces bombes. Et dans ces villes, il y a eu effectivement beaucoup de dégâts. Et en particulier à Los Alamos, où on a commencé à s'intéresser au plutonium. On a été jusqu'à injecter du plutonium aux gens pour voir ce que ça pouvait faire. Donc, ça veut dire que toute cette industrie de la guerre, on a en fait recueilli beaucoup d'informations sur les dégâts que pouvait faire le nucléaire sur la santé. Et malheureusement, toutes ces informations, elles ont vite été classées secret défense. Et on n'a pas pu en tirer, je crois que on aurait pu tirer des tas d'informations de ça, on ne l'a pas fait. On n'a pas voulu savoir ce que faisait le nucléaire sur la santé. Et les quelques scientifiques qui ont essayé de se lancer là-dessus, en général, ils n'ont pas été récompensés. Même pire, il y a par exemple le professeur Muller qui, dès les années 1920, a dénoncé les propriétés mutagènes et tératogènes du nucléaire. Et il a attendu 1946 pour avoir son prix Nobel, lui, alors que les prix Nobel sur le nucléaire ont été donnés en pagaille avant la guerre. Il y a eu aussi quelqu'un comme Carl Morgan aux États-Unis qui a été effaré assez vite de voir les négligences qui pouvaient se produire dans tous les laboratoires de radioactivité. La saleté des laboratoires, les déchets qui étaient balancés n'importe où. Donc, c'est lui qui a commencé à donner quelques normes pour la radioprotection. Et malheureusement, quand il est mort en 1970, on a vite supprimé son laboratoire pour ne pas en savoir davantage. La même chose, Alice Stewart en Angleterre, elle a travaillé sur les rayons X. Elle s'est vite rendue compte que les petits-enfants qui avaient des leucémies très tôt, c'était souvent des enfants dont les mères avaient eu des radios, des rayons X pendant la naissance. Donc, elle a assez vite dénoncé la nocivité de ces rayons X. Mais elle aussi, elle n'a pas eu la récompense qu'elle aurait dû avoir pour tout le travail qu'elle avait fait. Et du coup, les gens ne se précipitaient pas pour faire des études sur les dangers de la radioactivité parce qu'ils savaient bien que scientifiquement, ils n'en étaient pas récompensés. Alors, donc, ça s'est développé comme ça, et je passerai un peu vite, c'est l'accident de Three Mile Island, la première catastrophe du nucléaire aux États-Unis en 1969. Eh bien, celle-là, elle a un petit peu sonné le glas du développement de l'énergie nucléaire civile aux États-Unis. Depuis, ils ont pratiquement renoncé à faire des nouvelles centrales. Mais en France, ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Et au contraire, je pense que ça a permis à l'industrie nucléaire française de prendre un certain leadership sur l'industrie nucléaire mondiale
et d'être souvent très présente dans les instances nucléaires mondiales jusqu'à maintenant, et donc d'aider à développer le nucléaire. Donc au niveau mondial, il y a en particulier l'AEIA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est faite pour le développement de l'industrie. C'est à ce moment-là, c'est les industriels qui sont entendus avec l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation pour la santé, pour souvent leur interdire de développer tout ce qui est maladie nucléaire, de dire ce qu'ils pensaient de ces maladies nucléaires. Donc, au niveau mondial, le nucléaire est resté soit sous la domination de l'armée pendant toute la période de la guerre, soit après sous la domination des industriels. Et donc, on n'a pas pu développer comme on aurait dû, je crois, la connaissance rigoureuse sur l'effet sur la santé. Bon, maintenant, je vais terminer en disant qu'il y a quand même 3 événements récents qui ont permis de modifier un peu cette vision du fait que le nucléaire n'était pas dangereux. Alors d'abord, il y a eu les travaux après Tchernobyl, au Biélorusse, les travaux de Yuri Bandazevski et Nesterenko. Nesterenko, c'est un savant, un grand scientifique qui est beaucoup intervenu au moment de la catastrophe de Tchernobyl, qui n'a pas hésité à aller surveiller les explosions et tout, et qui s'est beaucoup investi dans un institut, qui est l'Institut Belrag, pour surveiller la façon dont le Biélorusse surveillait la contamination et les enfants de Biélorussie. Bon, on vous en parlera un peu plus, mais c'est eux qui ont montré qu'en fait, les enfants étaient beaucoup contaminés et ils sont mis à mesurer la quantité de césium qu'ils avaient dans le corps, et ils ont montré que par leur alimentation, ils renouvelaient toujours cette quantité de césium et que donc ils étaient toujours malades. Après, il y a eu, en 2009, il y a eu l'Académie des sciences de New York qui a réuni tous les travaux des Russes, des Biélorusses, des Ukrainiens à propos de Tchernobyl, et qui a pu montrer qu'en fait, Tchernobyl, c'était pas comme disait l'AEIA, 2000 cancers de la thyroïde et 32 victimes, mais que Tchernobyl avait certainement fait des millions de victimes, et surtout commencer à penser aux atteintes génétiques qui se transmettaient, comme on vous l'a dit aussi dans le film. Et en même temps, on a aussi maintenant tous les mouvements des vétérans des essais nucléaires, tous les mouvements des victimes des armes à l'uranium appauvri dans les conflits du Golfe. Donc, on sait beaucoup plus de choses sur la dangerosité. Et puis enfin, il y a une troisième chose, c'est le Parlement européen qui a fondé un groupe de scientifiques série qui s'est mis à vraiment étudier la contamination interne et qui a mis en évidence la sensibilité aux faibles doses, c'est-à-dire que même si la dose de radioactivité était très faible, il pouvait y avoir des atteintes qu'il n'y avait pas. Ils ont donc contredit cette idée de seuil en dessous duquel il n'y avait rien. Mais bon, il faut dire que ce seuil, officiellement, il existe quand même, puisque en France, je crois, il est fixé à 1 millisievert. 1 millisievert par an, c'est la quantité de radioactivité qu'on est censé pouvoir absorber. Et c'est que cette quantité de radioactivité, elle donne quand même, si les 66 millions de Français recevaient pendant un an 1 millisievert,
eh bien, il y aurait 11 000 morts. Donc, ça veut dire que c'est pas rien. Donc, maintenant, on connaît tous ces effets. Et en particulier, alors, on met plus en avant les dégâts génétiques. Je crois qu'on vous en a parlé aussi dans le film. Alors, il y a la radioactivité provoque beaucoup d'avortements spontanés, beaucoup de mortalité infantile et des choses, beaucoup de déficit de naissance de filles. Même en Allemagne, après Tchernobyl, il naît moins de filles et des filles qui ont des absences de règles et qui sont un manque de fertilité. Donc ça atteint bien le nombre de la baisse aussi du nombre de personnes en Allemagne et en Biélorussie. Donc il y a une altération de l'ADN, certainement, des chromosomes qui sont à l'intérieur de nos cellules. Et justement, le série a montré que ce n'était pas seulement les chromosomes, ils sont bien cachés dans le noyau des cellules, donc ils sont difficiles à atteindre. Il y a des tas d'autres petites cellules dans l'entourage qui sont des mitochondries, qui sont des choses qui servent à refaire l'ADN continuellement. Et c'est eux, par contre, qui sont beaucoup plus touchés par la radioactivité et qui peuvent faire qu'il y a après des dégâts génétiques on dit maintenant des dégâts épigénétiques, c'est-à-dire que ça modifie un petit peu. On parle aussi d'instabilité génomique, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des problèmes dans les descendances. Et puis, il y a eu aussi un petit mot d'une expérience qui montre que c'est pas... À Fukushima, il y a eu des expériences sur des petits papillons bleus, des petites générations de papillons qui se reproduisent très vite. Et on s'est vite rendu compte qu'après Fukushima, sur les ailes, eh bien, il y avait des choses qui n'étaient pas bien, qu'il y avait des modifications des ailes et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'à la première génération, s'il y avait 12% des papillons qui étaient atteints, à la deuxième génération, il y en avait 18%, à la troisième génération, il y en avait 33%, etc., et que ça augmentait. Donc, qu'est-ce que ça va faire sur l'humanité? Ben, c'est une question qu'on peut se poser. Et on constate déjà, parce qu'on a quand même 2 ou 3 générations après Tchernobyl, après les liquidateurs, qu'effectivement, des personnes qui sont nées récemment peuvent transmettre peuvent avoir des naissances de monstres, peuvent avoir des naissances de problèmes, que ça se transmet, donc, comme on vous l'explique dans le film, de génération en génération. Voilà. Oui, je vais tenter d'être beaucoup plus bref, de façon à laisser plus de place aux autres intervenants et puis surtout au débat. Je voulais simplement signaler que c'est au quotidien que toutes les installations nucléaires ont des rejets de radioactivité dans l'air et dans l'eau, que l'ensemble des installations nucléaires bénéficient d'un droit dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire que ce sont les préfectures qui autorisent ces industriels à polluer et à contaminer l'environnement. Et toutes ces installations nucléaires rejettent au quotidien de la radioactivité, c'est-à-dire un processus de destruction des atomes qui réagissent les uns envers les autres. Quand on parle de radioactivité, il faut essayer d'imager et d'imaginer ce que c'est. Pour ce faire, moi j'utilise souvent, et je vous propose cette image-là, celle d'un billard avec des boules et une queue qui va aller frapper la première boule de billard, qui elle-même va frapper à son tour la seconde boule, et qui à chaque fois va éjecter une partie de la matière de la boule. Et cette éjection de matière de cette boule de billard va frapper d'autres boules, et ainsi de suite. Voilà schématisé pour se représenter ce qu'est la radioactivité. C'est-à-dire que lorsqu'on absorbe, lorsqu'on est au contact d'un phénomène radioactif, c'est l'ensemble de l'organisme qui, par ricochet, se trouve atteint, et en fonction du type d'éléments radiocontaminants, que ce soit l'uranium ou le césium ou le carbone 14 ou l'iode 124, eh bien, chaque radiocontaminant
va avoir un organe, si on peut dire, ou un tissu privilégié, et va se fixer plutôt sur le foie, plutôt sur le cœur, plutôt sur le cerveau, plutôt sur le squelette. Voilà. Ce qui va engendrer toute une série, effectivement, de problématiques de santé, voire de destruction de la structure métabolique, et donc va engendrer, à terme, des morts et des maladies. Voilà. J'en dis pas plus de façon à ce que le débat soit plus ouvert. Je voudrais attirer l'attention sur le rôle des structures officielles qui sont censées protéger la population. Tchernobyl, ça fait 32 ans et on peut en tirer des leçons. Et bien déjà, après Tchernobyl, Bordajevski, qui avait vu la relation entre la maladie de nombreux enfants des zones contaminées et la teneur en césium, comme l'avait développé Annie, eh bien, ayant mis ceci en évidence et devenant gênant, eh bien, on l'a mis en prison sous prétexte de manipulation financière qui était faussée, etc. Bon, heureusement, en France, 2 organismes ont popularisé quand même ces résultats. C'était en France Tchernobyl Bélarus et puis la CRIRAT. L'Institut Belrad qui a été créé et qui est soutenu justement par ETB, Enfants de Tchernobyl Bélarus, a mis au point une substance qui permet aux enfants d'éliminer une partie des métaux lourds, dont le césium, à base de pectine de pomme, et puis de vitamines, etc. Et des cures de ce genre montraient une certaine efficacité. Mais voilà qu'il fallait nier finalement la dangerosité du nucléaire ou la minorer. Et c'est pour ça d'ailleurs que déjà donc les organismes officiels ne reconnaissaient qu'un nombre très limité de victimes, ce qui a été contredit par l'étude de l'université de New York, bien sûr. Et donc une structure française, le CEPN, qui regroupe le CEA, EDF, Areva, devenu Orano maintenant, et puis ont obtenu de la France et de l'Europe des budgets pour développer un programme qui s'appelle le programme ETHOS, de façon à aider la vie des populations contaminées à vivre dans ce qu'ils appellent le jardin nucléaire. Et le but est de faire passer l'idée qu'on peut vivre en zone contaminée, que ce n'est pas si dangereux moyennant quelques précautions qui sont prises, et que s'il y a des effets sur la santé, c'est en fait dû pour l'essentiel à la nucléophobie, c'est-à-dire à la peur du nucléaire. Et si c'est votre enfant qui est malade, eh bien c'est parce que votre enfant a senti votre angoisse par rapport au nucléaire. Et moyennant quoi, si ce n'est pas dangereux, puisqu'on prétend que ce n'est pas dangereux, ce n'est pas la peine de leur donner de médicaments. Et donc, à travers ce programme, soutenu en particulier par 2 membres éminents de la nucléocratie française, c'est-à-dire Jacques Lochard et Gilles Dubreuil, Jacques Lochard qui est mort récemment, ont obtenu que soit arrêté l'essentiel des travaux de Belrad et l'essentiel des soins donnés aux enfants. Personnellement, je trouve ça criminel. Donc, vivre en zone contaminée, c'est une expérience enrichissante pour eux, et ce qui revient d'ailleurs à faire porter la responsabilité de l'événement et des risques courus, non pas sur la structure collective, mettons l'État, le producteur d'électricité, mais sur l'individu qui tout simplement aura pris pas assez de précautions et puis aura eu trop peur du nucléaire et c'est ça qui rend malade lui et ses proches. Alors ça c'est le programme ETHOS suivi du programme CORE et malheureusement ce même programme est appliqué à Fukushima. Au passage, il faut dire que Fukushima est géré déjà d'une façon plus catastrophique finalement que Tchernobyl, parce que Tchernobyl, sous la pression, sous l'autorité de l'URSS, a envoyé des centaines de milliers de personnes, ce qu'on appelle les liquidateurs, près de 800 000 à 1 million de personnes, et a quand même évacué assez vite les gens au bout de 48 heures et a distribué des pastilles d'iode pour protéger la thyroïde. Imaginez-vous qu'à Fukushima, on a attendu plus longtemps pour commencer à évacuer et on n'a même pas distribué de
pas si idiote. Et puis on a estimé que les gens pouvaient vivre en zone contaminée jusqu'à 20 millisieverts, ce qui est plus que ce qui a été fait à Tchernobyl. Donc, et encore à Fukushima, au Japon, on peut penser que le japonais a une certaine fierté, un sens du devoir, qui fait qu'ils ont pu obtenir aussi une participation de population, d'ouvriers, de travailleurs, à gérer la catastrophe et éviter qu'elle ne soit pas encore beaucoup plus catastrophique. On peut se demander ce qui se passerait en France si une telle catastrophe arrivait. On sait que déjà toutes les mesures sont prises, l'armée gérera les flux de population. Il faut éviter que des quantités trop importantes de population cherchent à fuir. Or, la solution, ça reste quand même la fuite, tout simplement parce que il n'est pas question d'évacuer non plus des quantités trop importantes de population, parce que comment gérer finalement ces flux de population, comment les loger, les nourrir, les occuper, les soigner, on n'est pas équipé pour ça. Donc, notre idée, et qui est illustrée dans un bouquin qui a été fait par Yves Lenoir, La comédie atomique, le but des organismes officiels, qu'ils soient internationaux ou français, n'est pas, comme on pourrait le penser, de protéger les populations, mais plutôt de sauver l'outil, l'industrie de l'atome. Et sauver l'industrie de l'atome, ben voilà, ça revient à minorer le plus possible, à nier les dégâts constatés et à rendre l'énergie nucléaire indispensable en développant le plus possible d'utilisation de l'électricité. Voilà, je n'irai pas plus loin pour les mêmes raisons que Jean. Alors, je vais essayer d'être aussi bref. L'intervention que je voulais faire devant une université populaire, c'est par rapport aux travaux que nous avons faits à la coordination sur la dénonciation de la science institutionnelle, des mensonges qui sont proférés jour après jour sur la non-dangerosité, sur vous êtes protégé par des instituts, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, ils sont là, ils arrêtent de temps en temps une centrale. Tout ce discours lénifiant qui fait que petit à petit la population admet le fait qu'il y a un risque, mais que malgré tout, ce risque est maîtrisé, puisqu'on a des scientifiques qui nous disent que... Annie parlait tout à l'heure du seuil en dessous duquel l'industrie a dit que, en dessous de ce seuil, bon, il peut y avoir quelques morts, mais ça va. Ça fait partie du principe, il s'appelle ALARA, donc as low as reasonably achievable. Aussi bas que raisonnablement acceptable. Voilà. Autrement dit, l'industrie fonctionne sur une question de coût-bénéfice, c'est-à-dire on ne va pas mettre plus d'argent dans la prévention que ce que ça nous coûterait s'il y a un accident. On est dans cette espèce de quelque chose d'absolument atroce qui est le marché qui fait fonctionner l'industrie. L'industrie ne doit pas mettre trop d'argent, l'industrie doit avancer quoi qu'il arrive, quels qu'en soient les problèmes de santé. Alors, je pense très sincèrement, on en parle légèrement dans le film, et puis ça a été évoqué, que cette histoire-là commence au niveau de nos populations avec 1945, Little Boy, la première bombe lâchée sur Hiroshima. Que s'est-il passé à ce moment-là? Donc effectivement, Annie parlait, il y a des villes qui ont été construites, 130 000 scientifiques en Amérique ont travaillé sur ce projet. À la fin 1945, donc les Japonais exsangues étaient prêts à capituler, chercher par tous les moyens des moyens de trouver une capitulation à peu près honorable. Et les Américains
poussés par les scientifiques, par Oppenheimer et tout ça, et tout Los Alamos, ont poussé à retarder la capitulation pour pouvoir tester la bombe sur ces populations. On a choisi en plus des endroits extrêmement, avec beaucoup de populations, parce qu'il fallait quand même on teste en réel ce que ça allait donner. Donc et ce qui s'est ensuivi est encore plus terrible, c'est-à-dire que l'ensemble du monde, en gros, est devenu admiratif de cette science capable de faire monter ces champignons-là et de tuer tant de gens en un geste avec un seul mouvement. Depuis, les populations sont soumises aux diktats d'une espèce de technoscience qui dirige le monde et qui donc fonctionne. Alors on pourrait rentrer dans les détails sur la manière dont fonctionne maintenant le CEA et les organismes de recherche, les lobbies, les choses comme ça qui sont décrites dans pas mal de bouquins qui sont produits ici. Toujours est-il que le devoir maintenant de la population, et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on soit ici, c'est d'avoir la conscience que le monde des experts qui nous domine, nous ment et nous rend malades, donc de fait. Alors, parce qu'il y a malheureusement pas que le nucléaire, il y a les pesticides, les OGM, toutes ces saloperies-là, qui sont complètement autorisées au sens de l'autorité par la science institutionnelle. Voilà. On pourra rentrer dans les détails plus tard dans le débat. On a plein de choses sur le site sur lequel on a mis en évidence les manipulations des scientifiques. Voilà, on en parlera tout à l'heure. On va dire quel site ? Le site de la coordination antinucléaire du Sud-Est, donc coordination-antinucléaire-sud-est.org. Voilà, coordination-antinucléaire, tout attaché, -sud-est, tout attaché.org. Voilà. Victor. Moi, je serai plus que bref, c'est sur la lutte antinucléaire. Donc, on a affaire à le monde n'a pas été lâché, mais je le dis, à des criminels. C'est une industrie criminelle. Elle met en danger des millions de personnes chaque instant, vu les rejets, etc., et vu l'accident majeur qui est à nos portes. Donc, la lutte antinucléaire n'existe est inexistante. Si on veut se battre contre, je veux dire, contre le bras du criminel, contre cette industrie-là, c'est pas ni comme des débats aujourd'hui, ni des conférences, ni des bouquins, ni des films sur Fukushima, s'il n'y a pas l'action avec. Pour être cohérent, la réflexion et l'action. Ça veut dire l'action, il y a deux façons de se battre contre ce lobby criminel. C'est une, lui faire perdre du pognon, ils n'aiment pas ça. Et la deuxième, c'est tourner en dérision, se foutre de leur gueule. C'est-à-dire, c'est pas de prendre une mitraillette, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. C'est sur le mouvement antinucléaire qui est considéré inexistant. Et on est très peu sur le terrain. Il y a des gens qui se battent, heureusement, à Bure et quelques points comme ça, quelques foyers, contre ce lobby. Je veux dire, et on a affaire, je veux dire, le lobby nucléaire, c'est pas des bisounours, hein. C'est des méchants. Ces mecs-là, c'est des méchants. Donc voilà, quoi dire de plus, j'en sais rien. Il faut être cohérent, il faut la réflexion, les débats, les conférences, les petits films, les petits coups d'adrénaline ne suffisent pas. Il faut se battre, je veux dire, se battre, être sur le terrain. C'est pas facile, hein, je veux dire. On voit bien les gens à Bure, la répression qu'il y a et tout, c'est dramatique, quoi. Il y a des gens qui sont en garde à vue, des gens qui se font tabasser, etc., etc. Bon, pas plus. Bon, c'est magnifique, vous avez exactement respecté l'heure. Donc on va avoir du temps pour le débat. Il va passer 2 personnes avec des micros.
Moi, je vois rien du tout. Donc, c'est les porteurs de micro qui... Est-ce que les porteurs de micro sont... Ah, voilà. Violette. C'est juste pour rebondir. Ça marche ou pas? C'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, là, monsieur. J'ai pas bien saisi ce que vous avez dit, là. Il y en a qui se faisaient tabasser, mais j'ai pas compris qui et par qui et comment. Monsieur Caloboni. Ce que vous venez de dire, là, j'ai pas bien saisi. Oui, ce que voulait dire notre ami, c'est que à Bure, où il y a ce projet démentiel d'enfouissement des déchets radioactifs que l'industrie nucléaire ne sait pas gérer, hein, puisqu'elle nous avait affirmé depuis 60 ans que les déchets n'étaient pas un problème, qu'ils allaient trouver les solutions. Donc aujourd'hui, ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires produits par les centrales nucléaires, il y a une opposition locale et régionale à ce projet d'enfouissement des déchets. La réponse de l'État, ça a été depuis plus d'un an d'envoyer des CRS, d'envoyer des gendarmes contre ces opposants et de procéder non seulement à des arrestations, à des contrôles d'identité, à des gardes à vue, mais aussi à des mutilations lors de manifestations. C'est-à-dire que ce que vous montre la télé aujourd'hui avec les Gilets jaunes, l'État et les forces de répression ont procédé à la répétition générale à Bure depuis un an. C'est-à-dire que depuis un an, des femmes, des hommes, des mères de famille, des parents sont interdits de territoire. Ils ont l'interdiction d'aller chez eux. Leurs enfants ont le droit d'aller à l'école, mais les parents n'ont pas le droit d'y être. Ça veut dire que vous imaginez la vie quotidienne de ces militants antinucléaires, de ces opposants à la poubelle nucléaire, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être en dehors de chez eux, de ne pas pouvoir s'occuper de leurs enfants, de laisser leurs enfants éventuellement aux grands-parents ou à des amis, ou alors de déménager pour que la scolarité des enfants puisse continuer. Et puis il y a tous ces gens qui ont été mutilés, des pieds arrachés, des mains arrachées par les grenades de répression tirées par les CRS. Il y a aussi l'autre aspect quotidien dans les villages du coin à Bure, c'est systématiquement, au moins 1 à 2 fois par jour, des gendarmes passent devant les maisons, filment les occupants en permanence. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, dans ce pays démocratique, il y a des zones de non-droit où l'État se permet d'interdire une vie normale à des citoyens sous prétexte qu'ils s'opposent à un projet de fou. Voilà. Ça, c'est réservé exclusivement aux personnes qui sont opposants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus voir leurs enfants, ils sont mis à part, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, hein, c'est une répétition, parce que ça va se passer ailleurs. Hein. Ça commence à se passer en région parisienne et dans les régions avec d'autres opposants sur d'autres sujets. Hein. Les Gilets jaunes, aujourd'hui, il y a eu 5000 arrestations préventives ou lors des actions, et un certain nombre se trouvent condamnés et interdits de territoire. Et puis, il y a les gardes à vue. Vous êtes opposante ou vous êtes opposant à X ou Y cause, eh bien, on vient vous arrêter, on vous met en garde à vue et on vous traduit, on vous met un procès sur les fesses. Et vous devez vous présenter dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois à un juge, à un tribunal qui vous affectera une punition parce que vous avez simplement exprimé un point de vue différent. On a alerté, nous, depuis 1 an sur ces questions, un peu prêché dans le désert. Aujourd'hui, il semblerait que la répétition générale soit terminée et que l'État passe à grandeur nature. On vous a... Pardon ? Le micro. Vous avez eu de la chance de pouvoir faire la conférence quand même. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un avis totalement différent du vôtre.
je suis plutôt pro-nucléaire, pour être franc. Au moins, comme ça, je mets les choses clairement au départ. Que je regrette, je m'appelle Frédéric Bonnet, j'habite dans le Vaucluse, je travaille chez EDF. Voilà, ben oui, mais bon, il en faut. Ce que j'aurais voulu d'abord savoir, je viens de me présenter, c'était qui êtes-vous? Parce que finalement, je vous ai entendu, je vous ai écouté avec beaucoup de patience, parfois avec beaucoup de, comment dire, d'ironie, c'était bizarre. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il y ait des contradicteurs, parce que là, finalement, j'ai eu que des gens qui étaient contre. J'entends bien, hein, je ne suis pas naïf, je ne suis pas l'ouravi de la crèche, je sais très bien qu'il y a des gros problèmes. Malheureusement, on n'a que votre son de cloche et il n'y a personne qui vous dit le contraire. Et donc, du coup, vous parliez d'échanges et de paroles. Bon, ben voilà. Et j'aurais voulu au moins savoir qui vous représentez, qui vous êtes. Et déjà, ça aurait été bien vis-à-vis de l'échange par rapport avec la salle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci de votre clarté, de votre... Oui, vous annoncez très bien la couleur. Et c'est vrai que c'est mieux de parler en disant qui on est et d'où on vient. Voilà. En ce qui me concerne, je suis retraité scientifique physicien, docteur en sciences, directeur de thèse. J'ai travaillé aussi quelques années au Centre d'études nucléaires de Grenoble. Mais il se trouve que depuis... Donc j'étais à l'université de Grenoble. Mais il se trouve que très vite, j'ai été confronté avec Annie, ma femme, au nucléaire du fait du développement dans la région grenobloise, Superphénix à Malville, etc. Et très vite, j'ai pris conscience par les contacts, par les études, les lectures, de la dangerosité effective de la radioactivité que l'on a tout fait pour cacher. C'est ça finalement qui a exacerbé notre antinucléaire que vous constatez aujourd'hui, qui est qu'on ne dit jamais la réalité. On est dans le mensonge permanent. On pourrait dire d'ailleurs que c'est pareil sur d'autres plans. Hier soir, sur la 2, il y avait une émission sur le glyphosate. Pour Monsanto, c'était pareil. Sauf que là, Monsanto, c'est une entreprise privée, alors que le nucléaire, c'est l'État. C'est De Gaulle qui a lancé le nucléaire en 1945, qui a créé le CEA. C'était au nom de la grandeur de la France. Et au nom de la grandeur de la France, on est prêt à faire beaucoup de crimes, finalement, parce que, pour moi, le fait de ne pas reconnaître la dangerosité de ce produit et à obliger des populations à vivre en zone contaminée, par exemple à Fukushima, le Japon cherche à faire revenir maintenant les gens en zone contaminée. Pardon, vous voulez parler vous aussi, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai. Oui, rapidement. Peut-être que les autres se présentent pour répondre à votre question. Oui. Donc, je m'appelle Jean Reveste, je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé de longues années sur les sujets de médecine et de santé. J'ai été un farouche défenseur du nucléaire. Et à un moment donné, je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas dans mon raisonnement, dans ma façon de me comporter, de raisonner et de me positionner. Et je me suis interrogé, je me suis questionné, j'ai beaucoup consulté, beaucoup lu, et je me suis rendu compte qu'effectivement, toute ma pensée que je pensais indépendante, libre, autonome, était en fait un conditionnement. Et à partir de là, j'ai gratté sur mes façons de penser, de raisonner. Je n'avais aucun lien, moi, personnellement, avec l'industrie nucléaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Je comprends que les travailleurs du nucléaire aient des intérêts personnels à défendre leur boutique, encore que, est-ce que c'est légitime de défendre un crime? Je ne sais pas. Mais bon, chacun est face à sa conscience. Voilà, je finis de me présenter. Donc, je suis devenu effectivement anti-nucléaire au sens sanitaire du terme, c'est-à-dire que
Ça n'était pas un positionnement idéologique, technique. Non, c'est simplement que la radioactivité artificielle porte atteinte à la vie, à la santé, aux générations. Et comme c'est dit dans le film par toute une série de scientifiques, il s'agit, on a les connaissances, quand on a le savoir, ne rien faire et continuer à se comporter comme avant, c'est criminel et irresponsable en tous les cas. Voilà. Moi, je me présente, je ne travaille pas chez EDF, je n'y ai pas travaillé non plus. Je suis retraité du bâtiment. Donc, vous avez bien compris, je ne suis pas le roi de la rhétorique. Mais les gens qui travaillent dans le nucléaire, ils ne sont pas obligés d'y travailler. Capito. Vous n'êtes pas obligé d'y travailler dans le nucléaire. Dans une industrie criminelle, je dis bien. On n'y est pas obligé. Moi, je m'appelle Annie Péguin, je suis retraitée, mais j'ai été professeure de physique-chimie. En particulier, comme le disait Pierre, on a été à Grenoble dans la période 75-85, c'est-à-dire au moment du gros développement du nucléaire. Et donc, j'ai visité pas mal de centrales nucléaires et on s'est pas mal intéressé à ça. J'ai vu comment, dans l'enseignement, on présentait le nucléaire. Et je pense que la parole officielle, elle est suffisamment répandue partout pour que de temps en temps, on puisse donner un petit peu la parole aux opposants. Alors, moi, je m'appelle Gilbert Talland, je suis retraité aussi. J'ai été prof de maths pendant un certain nombre d'années, puis je suis devenu ingénieur de recherche en informatique. Rien ne me porté vers le nucléaire, entre guillemets, à part que depuis toujours, j'ai depuis effectivement Hiroshima été complètement terrifié par cette industrie de mort. C'est une industrie de mort qui s'est petit à petit mise dans le public, mais ça reste une industrie de mort. Les gens meurent autour des centrales, et les enfants ont des leucémies, ainsi de suite. Je me suis beaucoup plus intéressé. J'allais militer, j'allais dans les meetings antinucléaires, sans plus de ça. C'est en allant à une conférence qui était contradictoire, celle-là, qui était avec Pierre Péguin et puis un monsieur du CEA à Marcoule, que je me suis plongé dans les travaux du contradicteur de Pierre. J'ai trouvé des choses sur Internet, j'ai commencé à lire et je me suis aperçu que c'était... bon, là, par contre, sur ma lecture scientifique des choses, plein d'erreurs, plein de manipulations, plein de choses qui étaient étonnantes pour quelqu'un qui publie, un scientifique qui publie des résultats. Bon, parce qu'il pipote dans le poste est une chose, mais qui publie des choses plein d'erreurs, plein de fautes, et puis des erreurs bien sûr orientées. Ces gens-là travaillent pour l'industrie nucléaire. Ils sont payés pour l'industrie nucléaire et ils sont payés pour que l'industrie nucléaire perdure. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas que les travaux qu'ils font sont forcément biaisés. Ils en vivent. Voilà, c'est tout. Je dirais pour mon compte, pour l'université populaire, qu'au début, vous n'étiez peut-être pas là, j'ai expliqué que les travaux des historiens montrent qu'il y a un discours dominant pro-nucléaire, qu'il y a énormément de stratégies étatiques qui défendent le nucléaire et que pour avoir un véritable débat, il faut qu'on puisse écouter de temps en temps les gens qui ont une parole critique. Tout en sachant, on en a parlé ensemble, chaque fois qu'on fait un débat, on a des pro-nucléaires pour le débat. On était sûr qu'il y aurait un débat contradictoire de toute façon. Je peux parler ? Je voulais demander au monsieur qui est pro-nucléaire s'il peut nous expliquer les raisons, ses convictions, en dehors du fait qu'il travaille pour l'EDF dans le cadre du nucléaire. Au niveau de la santé, quelles sont ses positions de pro-nucléaire ? À titre citoyen, je vais vous répondre. Actuellement,
qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas l'industrie nucléaire pour qu'on se réunisse tous là aujourd'hui avec le beau chauffage, la belle électricité, etc. Le micro qui marche avec l'électricité d'ailleurs. Concrètement, là je parle en tant que citoyen. Alors je nie pas ce qui se passe avec les problèmes de santé publique. J'entends bien. Simplement, c'est une question d'équilibre, comme dans tout. Voilà, c'est mon avis. Peut-être j'ai tort, hein, mais c'est mon avis. Voilà. Oui, j'ai dit pourquoi j'ai été pro-nucléaire, parce que je pense que pour l'instant, on n'a pas d'industrie capable de pouvoir remplacer l'industrie nucléaire afin de pouvoir faire avancer notre société. C'est mon avis personnel. J'avais demandé la parole, c'est pour ça que j'ai apporté le micro. Alors, moi, je voudrais entrer dans un débat plus global, parce que ça me fait chier, quoi. Ça fait 15 ans que j'entends parler des gens de leurs petits combats à la con et qui irritent tout le monde. Et le débat, il est global, il est général. Le GIEC, c'est de la merde. La bouffe, c'est de la merde. Les médicaments, c'est de la merde. Le nucléaire, c'est de la merde. Et tous les moyens existent pour s'en passer et pour faire autrement. Alors, c'est très facile. Il y a quelque chose sur la planète qui s'appelle la nature. D'accord ? Et puis à côté, il y a l'homme qui a voulu s'exclure de cette nature-là et qui a créé son propre ego, à vouloir transformer et à créer la culture. Voilà. Donc, la culture dissocie l'homme de la nature. Ça, il faut le savoir. Et grâce à cette culture, depuis au moins 100 ans, et je ne parle pas de ce qui s'est passé depuis 2000 ans, on rentrerait dans les débats religieux, mais on peut dire que depuis que l'homme a inventé Dieu, eh bien, effectivement, on est dans la merde, quoi. Donc, l'idée, c'est simplement de décroître aujourd'hui, d'accord, de se dire que le confort, il est addictif, et que vivre dans une maison où il y a 4 pièces, parce qu'il y a une chambre pour les parents, une chambre pour chaque enfant et une salle à manger, moi, ça me révulse. Quand je pense que l'on pourrait arriver à une communauté à 15 personnes dans la même maison où on serait heureux de vivre ensemble et de partager des choses et de se sentir fort et d'avoir confiance en nous. Parce qu'on générerait nous-mêmes notre nourriture, on n'aurait pas besoin de faire des kilomètres pour aller, soi-disant, gagner sa vie. Voilà. Il y a un jeune homme qui demande la parole depuis un moment de ce côté. Oui. Bon, j'ai le micro, donc vous lui donnez. Okay. Mais merci beaucoup. Du coup, on sera au moins 2 à défendre l'industrie nucléaire. Moi, je suis doctorant au CEA Cadarache, donc je travaille sur le démantèlement. Il y a plusieurs choses qui choquent ma sensibilité scientifique dans les documents qui sont présentés. Déjà, quelle est la preuve que, par exemple, si je reprends la madame qui a été aux essais nucléaires dans les îles françaises lors des essais nucléaires, on dit, bon, elle y était, elle a eu un cancer. Bon, très bien, on peut prendre quelqu'un ici qui aura un cancer. Quel est le lien direct entre l'essai nucléaire et son cancer ? C'est pas présenté dans le document et on ne sait pas. C'est évident, voilà, c'est évident, mais elle est où la preuve scientifique ? Donnez-la moi. Et d'autre part, c'est pas la seule, oui, mais les cancers radio-induits, le nombre de cancers radio-induits en France par rapport au nombre de cancers qui sont liés à d'autres facteurs, on n'a pas la proportion qui est donnée ici. Et une autre question qui était plus liée justement au rejet de l'industrie nucléaire. Alors de l'industrie nucléaire, c'est assez large, ça va des centrales aux centres de recherche, on ne sait pas trop, mais j'aurais voulu savoir précisément, du coup, parce que je suis quand même scientifique, donc j'aime bien que ce soit précis, quelles sont les quantités de matière qui sont rejetées par les centrales, supposément rejetées par les centrales et les centres de recherche, quels sont les isotopes, quelles sont les matières qui sont rejetées, et quelles sont les activités de ces matières-là. Voilà, pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui est rejeté. Merci beaucoup. Alors,
Je ferai une réponse partielle et peut-être que Pierre ou Annie compléteront. Chacun peut se procurer, pour ce qui concerne les rejets, peut se procurer auprès de chaque installation nucléaire le bilan d'activité des installations. C'est une obligation légale depuis la loi sur la transparence sur l'environnement. Donc, il suffit à chacun de solliciter son installation nucléaire de proximité ou de n'importe où pour avoir le bilan d'activité de chaque installation nucléaire. Il en existe à peu près 158 en France, installations nucléaires, déclarées en tous les cas. Donc ce ne sont pas effectivement que les centrales nucléaires, que les réacteurs nucléaires. Il y a toutes les installations d'Areva et du Commissariat à l'énergie atomique. Et vous verrez, et chacun peut voir dans ces publications émanant de chaque opérateur, de chaque exploiteur nucléaire, que ce soit le Commissariat à l'énergie atomique, EDF ou Areva, la quantité de rejets par radiocontaminant, soit liquide, soit gazeux. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail installation par installation. Je crois que chacun est assez grand ou grande pour aller chercher et télécharger ces plaquettes, ces documents. On sait scientifiquement qu'un certain nombre de radioéléments sont des radiocontaminants, c'est-à-dire se fixent, comme ça a été démontré, enfin expliqué et présenté par les scientifiques du film, tel radioélément se fixe plus ou moins sur tel ou tel organe, sur tel ou tel tissu. C'est le cas, d'ailleurs, c'est reconnu par l'industrie nucléaire elle-même, puisqu'elle fait des campagnes de distribution de pastilles d'iode. Donc c'est bien qu'un certain nombre de radiocontaminants, dont l'iode, en l'occurrence 124 et 129, se fixent sur la thyroïde et qu'il faut saturer cette thyroïde pour empêcher que l'iode détruise la thyroïde. Seul problème, c'est que ces pastilles doivent être prises 2 heures avant pour être efficaces. Donc, je pense qu'on n'est plus dans la science, on est dans la croyance, puisque qui peut prédire si dans 2 heures, il y aura l'accident? Je ne peux pas répondre aussi ce qu'on disait qu'il n'y aurait pas d'électricité. D'accord, oui. Qu'il n'y aurait pas d'électricité s'il n'y avait voilà. pas de... On touche là au nœud du problème que vous avez soulevé sur l'électricité en France, effectivement. Mais la France est un cas particulier, puisque c'est le seul pays au monde où on a une quantité d'électricité nucléaire aussi importante, qui actuellement est de l'ordre de 72%. Mais il faut bien voir qu'au niveau de la planète, le nucléaire, ramené à la consommation d'énergie totale, ne représente que 2%. C'est-à-dire que le nucléaire mondial représente 2% de l'énergie totale consommée. En France, la quantité d'énergie totale consommée due au nucléaire est d'à peu près de 10%, parce qu'il faut tenir compte de toutes les autres consommations d'énergie. Ça veut dire qu'accepter de se passer du nucléaire, au niveau mondial, ça veut dire qu'il faut arriver à remplacer 10% de notre consommation d'énergie, soit par la sobriété, soit par d'autres solutions. La sobriété qui est appelée par la personne suivante qui a intervenu au temps de la décroissance, et que je vous remercie. Au niveau mondial, c'est se priver que de 2% d'énergie. Alors comment en France on maintient cette situation? EDF a fait travailler un cabinet qui s'appelle Montadis Consultante, qui est dirigé justement par Gilles Dubreuil, et qui a développé qu'il fallait absolument arriver à imposer dans l'esprit de tout le monde que, d'une part, on a besoin de plus en plus d'électricité, donc on a créé le chauffage électrique, qui est aussi une spécificité française. Ensuite, on a développé les clims, et maintenant, on veut développer la voiture électrique, dite voiture propre, entre guillemets, et de créer les conditions pour qu'on ne puisse pas se passer du nucléaire. Et pour ça, la France traîne les pieds pour développer, que ce soit la sobriété ou les énergies renouvelables. Le pays qui actuellement dans le monde est en pointe pour prendre le marché du nucléaire, c'est la Chine. Et bien la Chine, chez elle, elle crée des réacteurs actuellement, mais elle crée beaucoup plus d'éoliens et de photopiles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle peut tenir le marché d'ailleurs sur ces technologies aussi. Donc, il faut qu'on arrive à faire passer que le nucléaire
n'est pas indispensable et que dans la mesure où on sait qu'il est dangereux et qu'en France on est menacé actuellement d'une catastrophe statistiquement, eh bien il faut l'arrêter. Bon, je veux répondre un petit peu sur les cancers. Justement, les cancers, c'est vrai que les liens sont difficiles à faire. Il y a quand même un cancer dont personne ne nie le lien, c'est le cancer de la thyroïde. Ça, même l'industrie du nucléaire est obligée de le reconnaître. Il y a un autre cancer qui est pratiquement prouvé, c'est les leucémies. Les leucémies, il y a beaucoup de liens qui ont été faits entre ceux qui vivent, ceux qui utilisent le nucléaire. Quant aux autres cancers qu'on dit les cancers solides, des cancers qui se déclenchent 20 ou 30 ans après, effectivement, c'est très difficile de faire le lien. Mais il y a aussi le fait qu'on n'a jamais voulu savoir. Parce que c'est ce que je disais, on a suffisamment on aurait pu savoir, on n'a pas voulu. Une petite précision sur... je suis pas long. Parmi nous, notre coordination, on a des toubibs et du personnel médical. Ils ont cherché justement, pour répondre à votre question, à enclencher un processus de recherche sur le niveau de cancer en vallée du Rhône, du Rance. Ils ont proposé de travailler gratuitement et ils ont demandé à être aidés dans leur travail par une aide financière limitée qui était de payer une secrétaire pour pouvoir mener à bien ces travaux. Ils ont sollicité la région, ils ont sollicité l'Agence régionale de la santé, ils ont sollicité le ministère de la Santé. Et on leur a opposé une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que la méconnaissance ou l'absence de connaissances fondamentales nécessaires pour que la population puisse savoir et se positionner et voir l'état des dégâts s'oppose à un obscurantisme d'État, à une omerta, pour empêcher tout travail de recherche, tous travaux de recherche sur l'état sanitaire de la population, notamment en Vallée-du-Rance. Mais si on regarde bien, c'est l'une des seules régions où il n'existe pas de registre des cancers. Pourquoi ? Oui, là, je suis là. Je voulais revenir sur le problème statistique là, que vous avez évoqué juste il y a quelques instants, parce que j'ai toujours été étonné, moi, de dire qu'il y avait très très peu de chances, un risque sur je ne sais combien, qu'il y ait un accident nucléaire, notamment en France, et dans le monde aussi. Et au vu de ce qui s'est passé donc dernièrement avec Fukushima et avant Tchernobyl, je pense que ce risque a vachement augmenté, vu le nombre de centrales qu'on a, de réacteurs nucléaires. Et je pense que la population ça serait bien qu'elle prenne conscience que justement ce risque est beaucoup plus important que ce que certaines personnes semblent le dire. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et par ailleurs, au cas où il y aurait une catastrophe qui se produirait, évidemment personne ne le souhaite, en France, nos voisins commencent à s'inquiéter. Et on parlait à un moment de la Suisse qui avait tenté une action, je ne sais pas quoi, une portée plainte ou quoi. Les Allemands qui renoncent au nucléaire, les Suisses, les Belges, tous ceux qui n'ont pas de nucléaire, qui sont nos voisins, les Italiens, sont concernés, parce que si cette catastrophe existe, évidemment, ils seront. Et quelle est la possibilité au niveau européen que ça finisse par faire pression sur la France pour que on modifie notre politique nucléaire. Voilà, merci. Bon, je réponds rapidement. Effectivement, depuis maintenant pas mal de temps, l'autorité de sûreté nucléaire a déclaré, Lacoste et puis Chevet, et puis je suis sûr que le suivant va faire de même, qu'un accident nucléaire est possible en France. Ils le reconnaissent, ils ont fait des préconisations post-Fukushima qui ne sont toujours pas d'ailleurs terminées, puisque donc on est dans des risques Fukushima, puisque les choses ne sont pas terminées, mais on décide quand même, probablement, parce que de prolonger les centrales, on décide aussi d'autoriser un EPR avec une cuve défectueuse
parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, parce que le lobby est trop fort. Et pour ce qui est des voisins, il faut quand même savoir que les nuages radioactifs s'arrêtent aux frontières, donc ils ne risquent rien. Voilà. Oui, alors moi je voudrais répondre à... Ah, pardon. Vous voulez donner un complément? Mais non, mais après, ou je... Non, allez-y. Tout de suite. Bon. Donc, il est maintenant avéré qu'en France, nous sommes menacés par une catastrophe, c'est reconnu officiellement. Et qu'est-ce qui se passerait? Toutes les mesures sont prises, lois arrêtées, donc c'est l'armée qui aura à gérer les flux de population. Il faut éviter que trop de gens cherchent à fuir. De toute façon, les routes seraient embouteillées. Certainement que nous, anti-nucléaires patentés, on sera neutralisés pour qu'on ne puisse pas dire la réalité que nous percevons. Neutralisé, ça ne veut pas dire mis en prison, hein, simplement qu'on nous coupera le téléphone et Internet, et puis basta. La CRIRAD en particulier, qui donne beaucoup d'informations, ne pourra pas s'exprimer, et puis donc de toutes les structures un peu antinucléaires. Ce qui me paraît assez grave, c'est de voir que des mesures sont prises pour qu'on accepte, qu'on ne puisse pas faire autrement que de vivre en zone contaminée, puisque dès maintenant, on sait que le seuil de radioactivité qu'on pourra recevoir va être multiplié par 20. On va passer, actuellement, on estime que dans la population, elle peut supporter 1 millisievert par an, ce qui veut dire quand même à peu près 5 morts, 5 victimes pour 100 000 habitants. Mais on va monter ce seuil à 20 millisieverts, de façon justement à pouvoir ne pas trop évacuer de gens au-delà de rayons de 10-15 km, de ceux qui habitent dans des zones qui sont quand même beaucoup trop contaminées. Et même les aliments, les blés en particulier, on a rassuré les céréaliers qui ont participé à ces arrêtés, pour que sur toute l'Europe, il soit accepté que les productions alimentaires puissent être contaminées à ce niveau, de façon à ce que la France puisse vendre dans le reste de l'Europe ses produits, là où elle est excédentaire, et que donc l'Europe aussi pourra exporter ailleurs. Donc, vous pouvez être tranquille. En ce qui concerne les productions, elles ne sont pas menacées. Par contre, pour les individus, ils se débrouilleront comme ils pourront. Et bien sûr, les précautions à prendre, c'est se déshabiller en rentrant chez soi, de prendre une douche, un parapluie s'il pleut, parce que c'est la pluie qui entraîne tous les radioéléments et toutes les contaminations, dire contamination chimique aussi. Il n'y a pas que le nucléaire qui est touché quand il pleut. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut en dire encore beaucoup plus, mais c'est en tout cas une angoisse, le risque de catastrophe que nous avons, qui mobilisera beaucoup de vies, et pas seulement dans nos régions, mais dans les pays voisins. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre structure de la coordination antinucléaire Sud-Est, nous appelons à cet arrêt imminent, immédiat. Et qu'est-ce qu'on a, si je peux avoir 2 minutes pour donner un exemple. Un immeuble dont on s'aperçoit qu'il est fissuré suite à un séisme ou des travaux, etc. Est-ce qu'on va dire aux gens, vous en faites pas, on va chercher un terrain bien exposé, on va étudier la construction d'un immeuble zone aux normes écologiques les meilleures, et puis dans 10 ans, on pourra vous évacuer de cet immeuble qui menace de s'effondrer, et vous pourrez l'habiter là-bas. Ou bien est-ce que le risque est tel et qu'il faut vous évacuer tout de suite? Eh bien, dans le cas du nucléaire, on est dans cette situation. On est menacé d'une catastrophe nucléaire qui peut avoir lieu ce soir, qui peut avoir lieu dans 10 ans. On n'en sait rien. Oui, alors moi je voudrais rebondir sur ce que nous a dit Victor tout à l'heure, à savoir, il faut qu'ils perdent de l'argent. Mais Victor, tu peux être rassuré, hein, tu n'as qu'à voir les bilans d'Areva et d'EDF, tu n'as qu'à voir leur niveau d'endettement, c'est colossal. Tu n'as qu'à voir ce qui se passe à Flamanville, tu n'as qu'à voir ce qui se passe en Chine. Ce sont les Chinois qui ont construit l'EPR, c'est eux qui l'ont mis en route. Donc on n'a même plus la maîtrise technologique. Troisièmement, et une chose que je regrette beaucoup, en tous les cas ici dans la région, j'ai vécu un certain temps à Grenoble, c'est tout à fait différent, mais ici je trouve que, alors peut-être parce que, comme par hasard, on est proche d'une activité nucléaire importante et qu'il y a un niveau, il y a un public de
de scientifiques enfin, un niveau personnel important qui est connecté qui vit de l'activité, entre autres, de Cadarache. Mais moi, ça fait 17 ans maintenant que j'ai découvert les travaux de Négawatt. C'était tout petit. Ils ont commencé il y a 20 ans. Il y a 17 ans, ça ne marche plus. Si. Et depuis quelques années, je participe régulièrement. Alors je lis régulièrement tout ce qu'ils font. Et depuis quelques années, je participe à l'université d'été de Négawatt. C'est chaque fois un moment, c'est 2 jours, c'est extraordinaire. Et là, ce que j'ai constaté de l'intérieur, c'est que c'est tout sauf des babacous, hein, et qu'il y a à l'intérieur de Négawatt des physiciens nucléaires de très haut niveau. Et ils ont une telle connaissance aujourd'hui de la problématique énergétique à laquelle nous sommes confrontés, à savoir la transition énergétique. On n'en a pas encore parlé ce soir, mais c'est le défi que tous les pays du monde aujourd'hui, pour assurer un petit peu notre survie, pour essayer d'espérer que notre survie soit un peu assurée, quoi. On ne parle plus, ça fait 5-6 ans que je n'entends plus rien, il n'y a plus personne ne crache sur le nucléaire. Pourquoi ? Parce que si vous suivez et vous étudiez le scénario Négawatt, qu'aujourd'hui l'immense majorité des gens considèrent comme le seul scénario qui prend globalement, qui part des besoins, l'étude des besoins, et en face qui met les réponses technologiques, énergétiques à mettre en face, on n'a plus besoin, dans 20 ans, on n'a plus besoin de nucléaire. Donc ne faites pas de la déprime. Vous avez encore de belles années à vivre. Le nucléaire, il va tomber tout seul. Et de toute façon, moi j'ai vécu en Allemagne à une époque où les antinucléaires étaient d'une violence incroyable. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans à peu près que je vais régulièrement voir mes amis passer une semaine. On ne parle plus. On n'en parle plus, c'est fini. La page est tournée. Et vous allez un peu partout. Regardez, Hitachi vient d'annoncer qu'il arrêtait le projet de Hinkley Point. Hier ou avant-hier, il a annoncé. Donc qu'est-ce que va faire la France avec le marché colossal qu'elle a signé, merdique comme c'est pas possible. EDF et Areva, ils se suicident tout seuls. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Moi, je comprends les ouvriers, tout le personnel qui vit de cette industrie. Mais aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas d'entretenir une industrie qui crée de l'offre. Elle est de comprendre les besoins que nous avons. Et quand Négawatt, dans sa triptyque, parle de sobriété, d'efficacité et de renouvelable, et que tous les 2-3 ans, ils mettent à jour avec des milliers de paramètres aujourd'hui, et il faut voir l'équipe. Moi, quand je les ai connus, c'était encore une petite équipe. Hein. Chapeau, parce que ce sont des gens qui ont fait ça pendant des années, bénévolement. Hein. Bénévolement. Aujourd'hui, il y a des fondations qui les soutiennent. Ils sont bon, mais il y a une puissance de réflexion que EDF et Areva ils sont tellement empêtrés dans le monopole qu'on leur a confié, sans aucune réflexion, sans aucune vision d'avenir. Voilà. Alors maintenant, ils se refont une virginité avec la problématique carbone. Bien sûr que c'est important le carbone, mais comme si pour extraire de l'uranium, on ne dégageait pas du carbone. Comme si on avait une indépendance vis-à-vis de la fourniture. On n'a plus d'extraction d'uranium. On est dépendant de 5 ou 6 pays qui, comme par hasard, ne sont pas tous des pays avec qui on a envie de flirter beaucoup, quoi, hein. Donc, je voudrais quand même que ce soir, on se quitte. Ça fait des années, vous savez, que ce problème me préoccupe. Et je voudrais qu'on se quitte quand même sur non seulement une note d'espoir, mais en même temps sur, s'il vous plaît, et je suis prêt à me joindre à vous, si vous voulez. Moi, je fais partie d'Aix en Transition. On vient de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur l'énergie. Et jusqu'à maintenant, j'ai été surpris que... On est pratiquement 500 aujourd'hui dans le réseau Aix en Transition, 200 qui sont assez actifs. Et j'étais étonné du peu, quand je parlais de Négawatt, presque, ils me percevaient comme un peu le babacool enfin bref. Et puis petit à petit, je leur ai demandé de faire l'effort de lire au moins le manifeste, au moins une fois. Et là, petit à petit, et quand vraiment on fait l'effort de se
se jeter. Non, mais parce que je pense que c'est important. Le combat que vous menez, il est très important. Pas trop long quand même. Oui, mais s'il vous plaît, c'est l'avenir qui nous intéresse. Et l'avenir, il est aujourd'hui. Voilà. Deux propos très rapides sur la question de comment la population sera gérée en cas de catastrophe. Une source d'information, allez sur Internet, tapez CODIRPA, c'est la doctrine officielle du gouvernement français, de l'État français, pour la gestion post-accidentelle des populations. Ça peut se télécharger, c'est la doctrine officielle, et vous verrez à quelle sauce vous allez être mangé. Voilà. CODIRPA, C-O-D-I-R-P-A. Non, allez sur le site du gouvernement.fr. Deuxième élément, rapide, qui n'est pas une réponse, mais qui est un prolongement de votre réflexion. C'est très bien tout ça, mais si demain ça pète, tous les beaux scénarios élaborés, que ce soit à titre collectif ou individuel, volent en éclats. C'est-à-dire que la réalité d'aujourd'hui, c'est que le nucléaire hypothèque tout projet individuel et collectif, présent et d'avenir. Donc, effectivement, on a cette capacité humaine à élaborer des stratégies qui prennent ancrage sur le réel pour pouvoir le transformer et s'en extraire et s'en émanciper de ses aspects les plus négatifs. Mais ça nécessite qu'on ait du temps. Or, on n'a pas le temps. L'ASN le dit elle-même, une catastrophe nucléaire est envisageable et possible en France. Et je rajoute, moi, à l'ASN, la catastrophe est déjà en cours du fait des rejets quotidiens par les installations nucléaires de la radioactivité, des radiocontaminants. C'est aujourd'hui, immédiatement, qu'il faut arrêter le nucléaire parce que c'est un crime sanitaire et de santé publique. Ce n'est pas une question technique, ce n'est même pas une question politique, c'est une question de survie de notre pays et de l'espèce humaine et des populations voisines. À propos de l'ASN, bon, d'entrer sur les normes sont en France et ailleurs, c'est des voyous qui les font, les normes sur le nucléaire. Ça veut dire pourquoi un mec au Canada, un Canadien, un gars à Fukushima ou quelqu'un à Paris n'a pas les mêmes normes. Tu comprends? Est-ce que son corps résiste plus ou moins? Ça, c'est notre histoire. Sur l'ASN, c'est aussi des voyous, c'est l'État, hein, qui contrôle. C'est un peu le contrôle technique. Les mecs, ils arrivent à la centrale, ils regardent le nucléaire, les problèmes qu'il y a. Et c'est vraiment le contrôle technique comme ça. Ça veut dire la voiture est pourrie, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de frein. Le mec, contrôle technique, OK, vous changez de pneus. C'est ça l'ASN. Non, c'est faux. Oui, l'ASN, c'est ça. Vous changez de pneus et à fond la caisse. On continue à rouler. Au fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis des années. Je te dis, pas de direction, pas de frein, tu changes de pneus et tu roules. Voilà l'ASN. À Tricastin ou ailleurs. Moi, je voudrais répondre, monsieur, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on s'en rend compte, c'est qu'il y a aussi du nucléaire militaire. Et que le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est extrêmement lié. Donc, est-ce qu'on va renoncer à la bombe aussi? C'est une autre histoire, à mon avis. Justement, pour rebondir sur le nucléaire civil et militaire, il y a aussi ce qui s'appelle la médecine nucléaire. Et la médecine nucléaire, ça sauve quand même pas mal de vies, finalement, tous les jours, dans les hôpitaux et ces choses-là. On a heureusement des réacteurs qui produisent des radioisotopes médicaux pour faire des scintigraphies, par exemple. Donc j'aurais voulu connaître votre avis justement sur le nucléaire médical, si c'était aussi quelque chose à proscrire et à bannir, ou si c'était quelque chose finalement qui sauvait des vies et qui était relativement utile à la planète. Moi, je ne condamne pas tout le nucléaire. Je trouve que le nucléaire, en tant que scientifique, c'est une technologie extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais enfin, c'est tellement peu par rapport à tout le reste. C'est vrai qu'il y a toujours eu dans le nucléaire une petite application médicale, mais ça n'empêche pas. Hein, on peut très bien faire des applications médicales sans faire de bombes et sans faire des centrales nucléaires. Je ferai un parallèle avec la chimie, parce que l'épidémie de cancer qui se développe depuis les années 60, elle est liée d'une part à la radioactivité suite à toutes les bombes nucléaires. Il y en a eu 2400
qui ont explosé sur la planète, est dû aussi à la chimie, le développement des pesticides de synthèse. Donc on condamne et on combat la chimie, mais je ne combats pas, d'abord parce que j'en vis, les médicaments élaborés chimiquement. Donc on ne peut pas comparer la minuscule activité qui a une utilité et l'énormité, finalement, du développement industriel de l'industrie de l'atome, avec tout le risque que cela comporte. Ce n'est pas à mettre sur le même plan. Oui, je peux répéter, si vous permettez, que vous demandez en quoi. Oui, allez. Oui. Oui, j'aurais voulu savoir ce que vous dites entre ce que vous entendez par la minuscule part de gens qui sont impactés par la médecine nucléaire et du coup l'énorme part qui est impactée par le nucléaire en général. Minuscule part économique et industrielle de la médication que je ne suis pas qualifié pour dire en quoi elle est utile par rapport à l'énorme part économique et industrielle avec tous les risques que cela fait courir. Nos sociétés sont en jeu. Là. On va finir par une question parce qu'on va devoir rendre la salle très bientôt. Allez. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, je parle en tant qu'individu. Par rapport au nucléaire, on peut parler d'accidents, mais il y a aussi une réalité qui sont les déchets et les démantèlements. Et dans les déchets, ne sont pas compris non plus les combustibles usés. Et ça, c'est quand même aussi un sacré problème. Voilà. Oui. Je voulais juste aussi dire que pour les citoyens, s'ils peuvent s'exprimer, qu'il y a des pétitions, il y a 2 millions de personnes qui ont voté pour dire que l'État était responsable. Et donc, il y a des choses qui peuvent être faites par le citoyen. Il y a un débat national sur les déchets radioactifs qui va avoir lieu. Donc, messieurs, dames, vous pourrez participer, il n'y a pas de souci. Si je peux, 2 petites informations. La première, c'est que les services prospectifs d'EDF envisagent très nettement une baisse de la consommation électrique en France. Je ne dis pas du nucléaire, je dis consommation électrique globale va baisser en France. Sauf un scénario où elle pourrait remonter dans une dizaine d'années, légèrement. Mais dans les 5 prochaines années, une baisse de la consommation électrique en France. C'est prévu par les services prospectifs. Et puis je poserai une question. L'humanité a vécu plus de 100 000 ans sans le nucléaire. Peut-on pas faire un petit effort pour nos enfants ? Je trouve que c'est une belle conclusion, donc je ne voudrais pas rajouter du propos. L'État a prélevé dans nos poches 9 milliards pour renflouer Areva et EDF, 9 milliards d'euros, au détriment évidemment des budgets de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Et ce n'est qu'un début. Donc, autrement dit, comme vous disiez, le nucléaire, l'industrie nucléaire est en faillite, totalement, et pas qu'en France, mais notamment en France, que c'est une fuite en avant soutenue par les militaires et par des dogmatiques fanatiques, et le corps des mines et Polytechnique. Voilà. Donc 9 milliards, et ça n'est pas fini. Il y a eu le grand emprunt Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a alloué aussi des centaines de millions au CEA pour développer ces lubies du style on va faire des surgénérateurs encore plus puissants que celui qu'on a abandonné, qui n'a jamais fonctionné à Cresmalville, etc. Et puis il y a les déchets, effectivement, en permanence, qui sont produits à chaque fois qu'on allume un interrupteur ou qu'on branche un appareil dans nos prises électriques, si l'électricité est nucléaire, eh bien on génère tous nos propres déchets nucléaires qu'on ne veut pas avoir chez soi, c'est normal. Donc, il faut les refiler à quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, on les envoyait en Russie, on les envoyait dans d'autres pays. Aujourd'hui, la loi internationale oblige à ce qu'on les conserve chez nous, mais il faut arrêter d'en produire, c'est le bon sens, effectivement. À EDF, j'exécute des chefs,
Oui, ce qui prouve qu'on ne peut pas faire confiance à tous les programmes des politiciens. Ça, c'est clair. Oui. Nous, notre position par rapport à la fermeture immédiate des installations nucléaires, c'est de dire ne démantelons, il ne faut pas démanteler. Il ne faut pas exposer de nouveaux travailleurs à cette horreur-là. Il faut attendre que la radioactivité baisse suffisamment pour envisager éventuellement un démantèlement. Première chose, n'exposons pas d'autres Français ou étrangers au drame, à la dangerosité de la radioactivité du démantèlement. Deuxièmement, ne démantelons pas parce que ça va générer des transports sur les routes et sur les voies ferrées qui seront des transports radioactifs où nous serons tous en danger de mort. Troisièmement, on ne sait pas que faire des déchets nucléaires. Donc la seule solution réaliste, rationnelle, c'est de dire on arrête les installations, on gèle, on les met sous couvert, on les sécurise, on organise la sécurité sur des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines d'années en attendant enfin de pouvoir prendre une décision rationnelle, raisonnable. Démanteler aujourd'hui, même EDF ne le voulait pas. C'est sous la pression des militaires et du CEA que EDF en vient aujourd'hui à dire on démantèle. Mais c'est une connerie. C'est pas de connerie. Et il n'y a pas le pognon. Donc ça sera pris sur nos budgets, sur les budgets des biens communs. Et là, on va encore pleurer parce qu'on n'aura plus d'écoles de proximité, on n'aura plus d'hôpitaux, etc., etc. L'éducation sera livrée au privé. C'est cette même logique-là qui anime aujourd'hui la réalité du nucléaire. Ce qui veut dire que nous pouvons revendiquer l'arrêt du nucléaire, mais nous n'en sortirons jamais. Je dis que nous pouvons revendiquer l'arrêt du nucléaire, mais nous n'en sortirons jamais, parce que nous aurons toujours sur les bras pour tous les déchets. Avec le réchauffement climatique, on va avoir la rétention des rivières, donc on va avoir un problème. S'il n'y a plus d'eau pour refroidir. Oui. Aussi. Tout à fait. Et on y va. Par contre, les promoteurs du GIEC sont intéressés par le nucléaire parce qu'ils prétendent que c'est une énergie décarbonée. Voilà. Une petite précision. Le principal expert français du GIEC a fait toute sa carrière au commissariat à l'énergie atomique. Jean Jouzel. Ça veut dire que l'indépendance de celui qui est nourri par quelqu'un vis-à-vis de celui qui nourrit n'existe pas. Est-ce qu'il travaille encore au CEA? Il a fait toute sa carrière au CEA, Jean Jouzel. Il est sorti il y a 2 ans. Justement. Mais je peux rebondir sur le démantèlement, du coup, puisque ma thèse porte sur le démantèlement. Il y a d'une part, il y a 2 choses. La politique américaine revient à faire ce que vous dites, c'est-à-dire à faire un entombement ou à sceller une installation et à démanteler l'installation dans les centaines d'années à venir. Effectivement, la politique française, notamment, c'est pas le CEA qui a dicté, hein, c'est l'ASN du coup qui chapeaute tout ça, qui dit qu'il faut démanteler effectivement l'installation rapidement. Ça a quand même un certain nombre d'avantages que vous listez pas ici. La radioactivité déjà d'une installation à démanteler, elle est contenue à 99% dans le combustible. Donc en fait, la majorité des déchets que vous générez quand vous dites que vous allez faire des transports de matière et qu'on va tous mourir, en fait, c'est des déchets soit de très faible activité, soit qui ne comportent pas de radioactivité. Donc en fait, déjà, il faut déjà nuancer le propos ici. Et puis en plus, quand ils sont transportés dans des châteaux. Enfin, je pense que vous connaissez un peu le système de transport. Château qui reste radioactif d'ailleurs. Évidemment, oui, c'est le principe. Ces déchets, ils sont dans des fûts, effectivement. Alors, en fait, les déchets, c'est un peu vaste comme question. Il y a effectivement le combustible qui donc va à Bure, le projet CIGEO, du coup, qui consiste à enfouir les déchets dans des zones géologiques dont on considère actuellement qu'elles sont sûres. Voilà. Et c'est la solution d'enfouissement qui est a priori la plus pérenne et la plus facile à contrôler. Et pas vous, pas moi. Évidemment.
Et l'ensemble des autres déchets qui sont des matières très faible activité ou de très faible activité ou de faible activité, elles sont entreposées dans les sites de l'ANDRA. Je ne sais pas si vous connaissez l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et dont il y a plusieurs sites en France, dans lesquels ces déchets de faible activité, qui sont les structures, les bétons et tout ce que vous voulez, sont entreposés. Et là, ça ne pose pas de problème, les sites sont surveillés, et a priori, on ne meurt pas. Ils sont pleins, ces centres? Pas tous. Presque. Une seule... Je veux pas... Il faut qu'on arrête. Mais, oui. Mais c'était juste pour le démantèlement, où ne pas vouloir démanteler tout de suite, on perd la compétence des équipes qui sont sur place pour démanteler plus tard, et on ne sait pas ce qu'il y avait, et on perd les historiques, et c'est pire que de vouloir démanteler maintenant. Et d'autre part, le transport des matières nucléaires, c'est un processus extrêmement sécurisé, et c'est idiot de dire qu'on va tous mourir quand vous allez passer à côté d'un château. C'est triste à entendre. Bon, je ne vais pas prolonger. Simplement, votre jeunesse doit excuser certainement un certain nombre d'erreurs que vous commettez. Et notamment, vous prétendez être scientifique. Excusez-moi, je vous parle. Vous prétendez être scientifique. Pourtant, vous utilisez un terme de combustible qui est faux. Je ne comprends pas dans votre discours le fait de reprendre un terme idéologique, combustible nucléaire, alors qu'il n'y a pas de combustion. Donc il ne peut pas y avoir de combustible. Il y a un phénomène de destruction de l'atome, mais ce n'est pas du combustible. Depuis 50 ans, on nous bourre la tête avec l'idée d'un combustible pour en faire un genre de parallèle avec le charbon, avec le pétrole, etc. Il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de combustible. Il y a un phénomène de destruction de l'atome et de radioactivité. Si vous êtes un tant soit peu scientifique, ayez cette rigueur d'utiliser les bons termes. De toute façon, nucléaire, ça ne veut rien dire. C'est la destruction atomique. Nucléaire, c'est du pipeau, c'est du lent. Ça ne veut rien dire du tout. Je voulais simplement préciser que sur notre site, dont je parlais tout à l'heure, coordination-antinucléaire-sud-est.org, vous allez trouver des travaux que nous avons accomplis sur justement l'ANDRA, les soi-disant l'argilite de Bure, le coffre-fort géologique et tout un tas de mensonges qui sont dénoncés sur notre site. Il y a des échanges avec des scientifiques de l'ANDRA, il y a des échanges avec des scientifiques de l'IRSN. On n'est pas des charlots, mais pour l'instant, Bure, c'est du pipeau. C'est quelque chose qui ne marchera pas plus que ce qu'ont fait les Allemands à Hasse, où ils ont englouti leurs déchets dans des mines de sel, et qui maintenant, ils vont les rechercher à grand renfort de machines pour les ressortir, parce que c'est une catastrophe absolument incroyable. Voilà. Et un petit mot sur Macron. Macron, le souci, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans sa tête, il y a les gilets jaunes, il y a surtout l'accident nucléaire, comme Sarko, comme Hollande avant. Il se dit, si en plus j'ai l'accident demain matin, voilà. Bon, sur ces belles paroles, pas merci d'être venu. Et vous avez vu, ça a fait un vrai débat. Et merci à nos invités.